Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder le cas d'un praticien qui est pas tout jeune, 65 ans, et qui travaille en famille dans un cabinet en province. On rentre directement sur sa synthèse. Alors, on passe à la lecture de la synthèse que le praticien nous a envoyée. Donc, j'ai 65 ans, je tiens mon cabinet dentaire en province depuis plus de 30 ans maintenant. Ma fille vient de terminer ses études dentaires et nous envisageons une transmission. Bravo, génial. C'est top de pouvoir euh, s'imaginer travailler en famille. J'ai moi-même travaillé en famille. C'est une super aventure que vous envisagez là. Mais honnêtement, ça ne se passe pas aussi simplement que je ne l'imaginais. Elle remet beaucoup de choses en question, et oui. Mes méthodes, mes équipements qu'elle trouve dépassés, notre organisation interne qui est pourtant stable depuis longtemps. Elle veut changer beaucoup de choses très rapidement, ça me stresse énormément. Alors oui, généralement, c'est un peu ce qui se passe hein, quand qu'on accueille finalement un membre de sa famille ou alors quelqu'un de l'extérieur. Euh, la personne a un avis qui est peut-être pas forcément le même que le vôtre et du coup elle veut remettre des choses en question. Alors là, c'est vrai que ça peut faire un petit peu mal quand c'est un membre de sa famille, mais j'imagine que ta fille te veut pas du mal. Et je comprends que ça te stresse, mais vous avez décidé de travailler en famille et ça fait partie des choses par lesquelles malheureusement vous allez devoir passer. On réalise environ 400 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais celui-ci baisse doucement chaque année. Ok, depuis combien de temps? Pourquoi? Ça serait intéressant de comprendre. Notre patientèle est fidèle mais vieillissante et je vois bien qu'on peine à attirer de nouveaux patients. Je sens que je devrais moderniser mon cabinet, mais je ne sais vraiment pas par où commencer et surtout combien ça va coûter. Ok, intéressant. Mon équipe ne sait plus trop à quoi s'attendre, ça commence à créer des tensions. J'aimerais vraiment réussir cette transition, conserver une bonne ambiance familiale, tu m'étonnes, et sécuriser financièrement la suite. Ok, écoute, super intéressant déjà que tu sois dans une phase de remise en question. Hein. C'est pas toujours facile de se remettre en question. Tu vois, t'as 65 ans, t'es plutôt sur la fin de ta carrière qu'au début de ta carrière, comme ta fille. Et tu vois, tu dis, je sens que je devrais moderniser mon cabinet. C'est génial, franchement, bravo de passer ce pas. Bien sûr que ça peut coûter du stress, ça peut coûter de l'argent, mais c'est juste que tu fais pas ça pour rien. Et on va essayer de rentrer dans le détail ici. Alors, encore une fois, ça reste du déclaratif. Beaucoup de praticiens que nous recevons ici n'ont finalement pas les informations. Donc, si vous voyez des approximations, c'est tout simplement que la personne n'avait potentiellement pas l'information et qu'elle a rempli avec ce qu'elle avait. Temps d'attente à l'accueil, trop longtemps. Ok. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Est-ce que trop longtemps pour toi, tu sais, c'est très relatif, hein, mais est-ce que c'est 1 heure, est-ce que c'est 3 minutes? On va passer sur ce critère-là. Nous, ce qu'on te recommanderait dans tous les cas, c'est pas dépasser les 10 minutes. Hein. C'est un peu le seuil fatidique où, tu peux énerver ton patient, tu peux énerver ton équipe, mais surtout, tu peux prendre beaucoup de retard sur ta journée. Créneau dédié aux nouvelles consultations. Une par semaine. Aïe, 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 ouais. Là, ça fait mal, hein. Surtout que tu nous dis que t'as une patientèle qui est vieillissante. Donc moi, déjà, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu accueilles si peu de nouvelles consultations tous les ans, enfin toutes les semaines, pardon. C'est assez étonnant. Tu dis que tu es dans un cabinet dentaire en province. Alors, je sais pas forcément où tu es, mais ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est beaucoup de zones sous-dotées en province où finalement les praticiens ont plus de demandes que ce qu'ils n'ont de créneaux à proposer. Donc, assez étonnant que tu fasses pas tu fasses pas plus de nouvelles consultations. Créneau dédié aux urgences, aucun, au cas par cas. Alors là, pareil, je sais pas ce que ça veut dire. Euh, Au cas par cas, est-ce que ça veut dire que tu ne prends les urgences que de tes patients, ce qui pourrait être une stratégie? Est-ce que ça veut dire que tu ne prends que des urgences où tu te sens en capacité de pouvoir traiter le patient? Voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je comprends par contre en sous-jacent, c'est que tes créneaux d'urgence ne sont pas structurés et donc bah, c'est aussi des nouveaux patients que tu ne vois pas hein, parce que une personne qui a une urgence et qui a son praticien qui peut pas le traiter, bah, c'est aussi
une façon pour toi de pouvoir l'accueillir, le soigner, mais aussi potentiellement de lui présenter des choses que il ne sait pas sur sa santé, et notamment sa santé bucco-dentaire. Donc, assez étonnant que tu le fasses pas. Rôle défini par écrit? Non, bon, ça, c'est assez classique, hein, je le vois beaucoup dans cette typologie de cabinet où finalement tout fonctionne à l'instant et pour beaucoup ça fonctionne, hein, ça tourne, mais en fait dès que vous ajoutez une ressource supplémentaire, en l'occurrence là ta fille, ben, ça peut créer de la friction parce que ben, quelque chose qui est logique et stable depuis 20 ans, si vous ajoutez un élément extérieur, malheureusement ça ne marche plus. Protocole écrit opérationnel, aucun. Réunion d'équipe, rarement, ouais. Et utilisation d'outils digitaux internes très limitée. Ouais, bah, donc là, ça colle un petit peu avec ce que tu nous disais en début de synthèse, c'est que finalement, toi, tu as, j'imagine, une équipe qui tourne, mais qui finalement tourne un peu à l'instinct. Ça doit faire un petit moment que vous travaillez ensemble. Et donc, bah là, si tu veux accueillir ta fille et si tu veux que vous puissiez avoir la collaboration la plus simple et ouais, la plus simple possible, il va falloir que vous mettiez les choses au clair. Parce qu'en fait, je pense qu'une partie des frustrations vient du fait que les choses ne sont pas claires déjà dans ton cabinet. Ratio de dépenses de prothèses. Je ne sais pas, mon comptable ne le donne pas. Ok, alors tu pourrais lui demander. Euh, Généralement, ce que les comptables font, ce que j'ai vu beaucoup, c'est les achats de consommables et les prothèses qui sont ensemble. Ça vous fait un gros gloubi-boulga de aggloméré dans votre compte de résultat. Ce que je peux te dire déjà, c'est que déjà, en termes d'achat de consommables, t'es beaucoup trop haut, hein. Donc, je ne sais pas avec qui tu travailles, peut-être que tu ne travailles pas avec une centrale d'achat. Euh, mais là, tu es trop haut. Comment tu gères tes stocks? Je ne sais pas trop comment est-ce que tu fonctionnes. Peut-être que c'est toi qui t'en occupes, peut-être que c'est ton staff qui s'occupe de faire les commandes. Mais en tout cas, tu achètes mal. C'est une certitude. Euh, puisque ouais, tu es à 9% alors que tu devrais être à 5% de ton chiffre d'affaires. Masse salariale, 17%. Donc 17% de ton chiffre d'affaires passe dans ta masse salariale, hors praticien bien entendu, hein. Euh, alors là, bah en fait, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Je m'explique. 17%, c'est élevé et pas élevé. C'est élevé parce que tu es au-dessus du ratio que nous on recommanderait, mais c'est pas élevé parce que ce dont j'ai l'impression, c'est que finalement, tu as une équipe qui est assez stable. Donc peut-être qu'en fait, tu as fait monter petit à petit ton équipe en salaire, voilà, en les incentivant tous les ans, en les augmentant un petit peu, et donc bah, tu as une masse salariale qui a augmenté, et toi tu dis que tu as ton chiffre d'affaires qui baisse un tout petit peu tous les ans. Donc en fait, peut-être que bah, tu as t'as des deux courbes qui vont dans le sens opposé, donc peut-être que tu étais à une masse salariale qui était plutôt OK quand tu faisais de la croissance, mais aujourd'hui que tu fais un petit peu de décroissance en pente douce pardon, tous les ans, bah, en fait ta masse salariale mathématiquement elle augmente. Donc euh, ouais, moi en fait j'irais plus creuser sur l'augmentation du chiffre d'affaires plutôt que sur diminuer ta masse salariale parce que dans ces eaux-là, généralement, c'est peut-être que le chiffre d'affaires n'est pas assez haut et que la masse salariale, tu peux pas te séparer un moment de ton équipe à un moment. Rentabilité générale, 15%. Bon, bah oui, hein, de toute façon, avec une masse salariale qui est trop haute, des achats consommables qui est trop haute, et du coup, j'imagine aussi un achat de prothèses qui est trop haut, bah, tu peux pas avoir la rentabilité que tu devrais avoir, hein. Ce qui fait que tu peux pas réinvestir dans ton équipe, ce qui fait que tu peux pas réinvestir dans ton matériel, et ce qui fait que j'imagine que ça doit te causer aussi beaucoup de stress quand tu te dis bah, j'ai envie d'investir et de moderniser mon cabinet, puisque finalement, tu n'as pas la rentabilité nécessaire pour pouvoir le faire. De toute façon, ça se voit sur ta trésor. Tu as un mois de chiffre d'affaires de trésorerie, donc là déjà tu vas être malheureusement un petit peu bloqué sur bah, ta capacité à pouvoir redynamiser ton cabinet, du moins en investissement. Charge de l'emprunt 10%, ok. Alors tu dois être propriétaire de tes murs, j'imagine. C'est assez classique dans ce genre de situation, tu vois. En province, 30 ans de cabinet, généralement tu as tes murs. Euh, T'as pas trop réinvesti là dans ton cabinet, tu disais que tu n'avais pas changé grand-chose, donc j'imagine que tu dois pas avoir trop de leasing ou tu dois plus avoir tes panneaux à payer. Euh, la bonne nouvelle, c'est que en fait, avec une charge d'emprunt qui est faible,
et avec un chiffre d'affaires que tu pourrais redynamiser, bah, en fait, ce pourcentage pourrait passer encore plus bas et donc ça te laisserait en fait potentiellement un petit quelque chose tous les mois pour pouvoir bah, rembourser un crédit, potentiellement pour acheter un nouveau fauteuil ou acheter une nouvelle panneau, enfin du moins pour pouvoir moderniser ton cabinet. Répartition mode de paiement, alors ça je le vois tout le temps, CB 60%, chèque 40%. Pour rappel hein, à tous ceux qui regardent cette vidéo, quand vous faites du chèque, c'est vous qui faites la banque. Euh, donc en fait, une des raisons pour lesquelles tu as une trésorerie qui est aussi faible, c'est aussi potentiellement, à mon avis, parce que tu fais la banque trop souvent pour tes patients. Ce que je vois très souvent, hein, c'est le praticien qui dit ok, bah écoutez, je vous fais les soins, et puis vous me faites 3 chèques, et puis ces 3 chèques, je vais les encaisser en mois 1, mois 2, mois 3. Alors ça, c'est la fausse bonne idée, hein. La première, c'est que bah, quelle est la solvabilité du patient que vous avez en face de vous? Potentiellement, le premier chèque peut passer, mais le chèque 2 et le chèque 3 ne peuvent pas. Et donc, en fait, vous avez fait les soins, vous avez payé vos fournisseurs, votre personnel, toutes vos charges, et vous allez finalement pas encaisser le chiffre d'affaires. Euh, et surtout, ben, le patient, lui, il a été potentiellement remboursé par sa mutuelle. Enfin, en fait, je vous déconseille de faire du chèque a posteriori des soins. Faire du chèque avant, pendant et après, pourquoi pas. Mais faire du chèque a posteriori, c'est à proscrire parce que bah, vous pouvez vous retrouver dans une situation où tout simplement vous avez des impayés. Euh, donc là, pareil, pourquoi est-ce que tu fais autant de chèques en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est installé dans ta pratique depuis longtemps, que les assistantes ou ton personnel a l'habitude de mettre en place et donc en fait c'est naturel? Ben ouais, mais en fait ça peut-être qu'il faudrait le changer parce que ça pourrait peut-être te faire permettre de remonter ta trésorerie et du coup bah, de pouvoir moderniser le cabinet comme bah, tu veux le faire en famille et régler un petit problème. Planning précis détaillé, non. Ok. Variabilité optimale des rendez-vous, non plus. Nombre d'actes différents par jour, 5 à 7. Ok, pas mal. C'est à moyen par fauteuil et par jour, 1 000 euros. Ok, bon, écoute, c'est un petit peu faible, mais tu pourrais, je pense, assez facilement remonter ça. Taux d'occupation fauteuil, 75%. Rendez-vous annulé ou improductif, 12%. Ok. Alors ça, c'est assez étonnant. Euh, les annulations, généralement, ici, ça se passe pas trop dans ce genre de cabinet, puisqu'il a vous voyez, il a une patientèle fidèle, et surtout vieillissante. J'ai rien contre les personnes âgées, mais c'est généralement pas trop des personnes qui annulent au dernier moment. Je pense que ta problématique, elle vient plus du fait que tu as des rendez-vous qui sont improductifs. Et par improductif, j'entends plutôt des rendez-vous où les personnes se présentent, soit ils n'ont pas de signet de devis en avance, soit ils savent pas trop les soins, soit ils savent pas qu'ils doivent payer, etc. Et donc finalement, tu te retrouves à pas pouvoir faire les soins que tu avais prévu de faire. Et donc ça, bah, mathématiquement, tu es au fauteuil, mais tu ne génères pas de chiffre d'affaires, puisque tu ne fais pas de soins. Et donc, bah, tu as des plages horaires qui ne servent à rien et qui ne sont pas productifs pour ton cabinet. Turnover actuel annuel de l'équipe 5%. Alors là, 5%, je ne sais pas comment c'est calculé, mais bon, c'est un peu ce que je pensais au début de cette analyse, c'est que bah, finalement, ce praticien-là, il a une équipe qui est très fidèle, euh, qui est là depuis longtemps, et c'est une super chose. Alors oui, il y a beaucoup d'implicites, oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites et pas écrites, mais finalement, il a une équipe qui est là, qu'il a réussi à embarquer sur X années, et ça, c'est génial en fait. C'est même le principal actif de ton cabinet. Donc, bah, serre-temps pour pouvoir consolider et réécrire des choses et réécrire des process pour pouvoir bah, transmettre à ta fille dans un temps 2. Euh, voilà. Même si je vois que tu as les formations annuelles qui sont pas faites. Peut-être que tu vois une petite formation euh, ou deux pour tes assistantes et pour ton personnel permettrait peut-être aussi de les sortir un peu de leur environnement et du cabinet, tout en permettant de maximiser ce temps-là pour que les formations soient utiles au cabinet, bien entendu, hein, mais voilà, peut-être que vous êtes dans le bain depuis un petit moment ensemble et là, le fait de sortir la tête de l'eau, ça leur permettrait peut-être de prendre peut-être un petit peu plus de recul aussi sur ce qui va se passer pour la suite avec ta fille. Satisfaction à équipe non mesurée, ok, bon, c'est bien. J'imagine que si ton équipe part pas trop et qu'elle est là depuis quelques années, c'est qu'ils doivent être quand même plutôt satisfaits. Délégation tâches administratives 20%. Aïe, ouais.
Ça fait, ça fait très mal et j'en vois très souvent des praticiens comme ça. D'où est-ce que ça vient en fait, le fait que tu fasses tout? Ça vient du fait que rien n'est écrit, en fait. Vu que tu fais pas de réunion, vu que tu n'as aucun protocole qui est écrit, vu qu'il n'y a aucun rôle qui est défini, bah tu te retrouves à tout faire. Donc j'imagine que tu fais ta commande prothèse, j'imagine que tu fais tes commandes fournisseurs, j'imagine que tu dois faire une partie du stock, j'imagine que tu dois faire peut-être même tes plannings. Voilà, là, tu es typiquement dans le cas du dentiste qui fait tout et c'est pas une critique du tout, mais c'est juste que bah, pour une personne qui est plus jeune, qui arrive dans ton cabinet, à savoir ta fille, et qui voit bah, finalement son père, le praticien, faire beaucoup de choses, et bah oui, elle a envie de remettre en question. Et tu vois, c'est peut-être pas finalement qu'elle veut te challenger, c'est peut-être qu'elle veut tout simplement te dire, bah écoute, t'as pas la meilleure gestion optimale, t'as 65 ans, peut-être qu'on pourrait faire autrement, déléguer plus, et puis moi ça me permettrait de monter en compétence plus rapidement. Enfin voilà, je pense qu'il y a une partie de ton gros problème qui vient du fait que tu ne te sers pas assez du personnel en présence. Il n'est pas assez géré comme une entreprise en fait. C'est très géré comme une, voilà, une institution, une entreprise à la papa où finalement vous avez une organisation qui roule, qui n'a pas été trop remise en question. Mais en fait, si tu veux pouvoir accueillir ta fille, il va falloir que bah, tu remettes tout à plat et que tu acceptes de lâcher du lest sur certaines choses. Coût dans l'entretien matériel modéré, ok. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Surface utile totale, 55%. Ok. Ok. Bureau séparé de la salle de soins. Oui, génial, bravo. Juste les amis, rappel de la raison pour laquelle c'est utile d'avoir un bureau séparé de la salle de soins, c'est que tout simplement quand vous êtes en train de faire une consulte, ou quand vous êtes en train de présenter une panneau ou vous faites un premier rendez-vous, etc., l'assistante peut monter, démonter la salle et même vous avez la zone d'asepsie qui n'est pas finalement dans votre bureau. Donc vous pouvez, pendant que vous n'êtes pas en train de faire du soin, faire démonter, monter votre plateau et vous pouvez faire un roulement comme ça. Donc là, je ne sais pas si tu fonctionnes de cette façon-là, je ne sais pas si tu as deux fauteuils, euh, mais c'est une très bonne chose que tu aies ton bureau qui soit pas dans la salle de soins. Équipement numérique, non. Ok, ça a le mérite d'être clair. Expérience patient, 6 sur 10. Donc pareil, ça c'est toi qui t'es doté. Est-ce que tu as été influencé par la vie de ta fille? J'en sais rien, mais voilà. Tarif moyen comparé au marché local, 85%. Taux d'acceptation de devis, 40%. Ok. Intéressant ça. Euh, Parce que tu dis que tu as une patientèle qui est fidèle, mais vieillissante. On sait bien qu'avec l'âge, potentiellement, les problèmes s'aggravent. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, ta patientèle fidèle et vieillissante, est-ce que tu prends pas est-ce que tu fais pas leurs soins? Est-ce que finalement, ils viennent te consulter que pour du contrôle? C'est assez étonnant, en fait, je trouve, enfin, le fait que tu n'aies pas beaucoup de devis qui passent. Euh, Et en fait, c'est un peu validé par le fait que tu vois, tu dis que tu fais valider 50% des devis. Donc en fait, ça veut dire que tu as un taux de conversion des devis qui est en dessous de 2000 euros pour des petits soins, qui est relativement faible. Avis en ligne 3,8, ok. Bon, écoute, peut-être que tu as besoin d'un petit coup effectivement, de rafraîchissement dans l'accueil. Peut-être que ton équipe a aussi besoin de process pour pouvoir mieux accueillir les patients et pouvoir leur fournir le meilleur accueil possible. Peut-être que le 3,8 vient aussi du fait que tu prennes plus aucun patient et plus aucun créneau d'urgence, hein. Parfois, tu sais, les gens, quand ils appellent, qu'ils ont mal et qu'ils voient que bah, malheureusement ils sont face à une porte et qu'ils vont pas pouvoir se faire soigner chez toi, ça arrive, c'est humain que des personnes laissent des mauvais avis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Acquisition de nouveaux patients par recommandation, 30%. Ok, pareil, assez étonnant. Tu dis que tu as une patientèle fidèle, mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle ne te ramène pas de nouveaux patients? Valeur actuelle du cabinet, 160 000 euros. Bah oui, c'est un cabinet qui est peu ou pas optimisé, qui est un petit peu à l'ancienne, on va dire. Et donc, bah, sa valeur est relativement faible, surtout avec une patientèle qui est vieillissante et qui est décroissante, hein. Et avec un chiffre d'affaires qui est décroissant, ça vaut moins d'argent qu'avec un chiffre d'affaires qui est en croissance et une équipe qui est jeune et des patients jeunes. Type de session optimisée non anticipée. Alors là, c'est assez étonnant. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait.
Si tu t'es déjà revendu, t'es peut-être passé d'un BNC à Cellarl ou Cellarl à Holding avec une Cellarl en dessous. Euh, mais c'est étonnant que tu le fasses pas non anticipé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu voudrais revendre la patientèle à ta fille. Voilà. Assez étonnant ta réponse. Rémunération nette du titulaire, 40 000 euros par an. Ouais, ça pique. Ça pique très fort. Euh, Sachant que bah, tu as 65 ans, donc tu es bientôt à la retraite. 40 000 euros par an, il faudrait que ouais, tu vas devoir, je pense, continuer à travailler un petit peu de temps. Alors, on parle pas trop de ta situation perso là et on sait pas trop ce que tu as fait à côté pour pouvoir t'assurer des revenus, mais avec une rémunération de 40 000 euros en tant que profession libérale, malheureusement, ta retraite risque d'être un petit peu maigre. On va passer aux impacts clés, notamment sur l'optimisation des achats et des dépenses, 15 000 euros, la meilleure structuration des devis et conversion, 25 000 euros. Clarification des protocoles et meilleure délégation administrative, 10 heures par semaine. Alors c'est sûr que tu pourrais bosser un jour par semaine, mais moi j'ai envie de te dire surtout, en fait, tu pourrais gérer l'arrivée de ta fille et la gestion de ton personnel, mais dans une sérénité la plus totale. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'imagine que tout se fait à la voix. Si tu pouvais tout simplement transmettre des documents avec marqué salarié numéro un fait ça, la salarié numéro 2 fait ça, moi je fais ça, et voici quels sont les rôles de chacun, mais en fait, ta vie changerait. Ta vie changerait, tu serais moins stressé. Réduction des tensions familiales et clarification des rôles pour une transition réussie. Bah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et au-delà de ça, si tu mettais en place toutes ces recommandations, tu pourrais avoir une valeur de ton cabinet, donc du coup de ton capital, hein, qui est quand même ton capital de départ à la retraite maintenant, qui passerait de 160 000 euros à finalement 215 000 euros. C'est pas neutre, hein, 55 000 euros supplémentaires pour pouvoir partir à la retraite, c'est loin d'être neutre. Donc, pour pouvoir répondre à ta question, euh, bah, je pense que tu as tous les outils pour pouvoir réussir la transition. C'est juste que bah, ton organisation n'a jamais été remise en cause puisque tu travailles comme ça depuis quelques années. Vous avez accepté tous les deux de travailler en famille et c'est un projet qui est génial, mais tu vas devoir accepter de changer quelque chose dans ton organisation, remettre ton organisation à plat, l'écrire pour que chacun des rôles soit tout simplement clair et que vous puissiez gérer cette transition-là dans la meilleure des choses et tout ça, et aussi en vous puissiez vous permettre d'investir dans votre cabinet. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de votre temps, merci de votre écoute. Sachez que ce genre de situation, c'est les situations assez classiques qu'on reçoit au quotidien chez Librin et des situations qu'on a l'habitude d'accompagner, notamment chez les dentistes. Si vous aussi vous souhaitez vous faire accompagner, mais surtout avoir un point de vue extérieur sur votre activité, sachez que cette typologie d'audit sont des produits que nous vendons. Alors bien sûr, on ne les publiera pas sur YouTube, hein. Là, on est sur une personne qui était OK et qui a bien voulu anonymiser toutes ces informations, mais qui était OK pour qu'on la publie. Vous pouvez bien sûr faire appel à nos services. Je vous mets un petit lien dans la description qui vous permettra de prendre rendez-vous avec nous dans un premier temps pour pouvoir comprendre quelle est la situation et voir si nous, on est en capacité de vous aider. Et si c'est le cas, on vous transmettra tout simplement un devis. N'hésitez vraiment pas. C'est toujours important d'avoir un point de vue externe sur une situation qui finalement peut durer depuis beaucoup trop de temps, comme on peut le voir pour ce praticien-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.